Voilà, donc bienvenue pour cette 20e session du Book Club. Et donc dans cette session, on termine la partie sur l'animation, la troisième partie qui s'intitule Animé, après avoir eu cadré, architecturé, animé. Et à partir de la prochaine fois, à partir du Book Club 21, on rentrera dans la partie sur les recettes et les ingrédients du designer à partir de la page, je suis un peu perdu dans les pages, la page 89 et suivante. Voilà, donc on fera une recette par session pendant quasiment toute l'année. Donc on va avoir des recettes, on va manger beaucoup de recettes cette année dans les book clubs. Voilà, donc comme d'habitude, je vais vous présenter ce chapitre, je vais lire et puis vous le commentez. Donc dans les deux précédentes sessions du book club, on a vu dans cette partie de facilitation ce qu'on peut faire avec le corps, donc la présence qu'on peut avoir pour bien servir le groupe que l'on accompagne, avec le cœur pour se connecter au groupe. Et là, ce soir, on va parler de la tête qui va permettre, pendant l'animation, qui va permettre d'adapter l'architecture, puisque c'est incontournable. On doit adapter l'architecture à ce qui se passe en temps réel. Je vais donc partager mon écran pour vous lire ce chapitre et vous le commenter. Là, copie de l'écran, Zoom, MacBook Air, voilà. OK. Alors, on est page 86 à 88. Donc, on se souvient, on est dans le moment où on anime le séminaire. Il se passe énormément de choses dans un séminaire et vous devez intégrer ces données. Ah, j'ai un petit problème de stylet, ça va se réparer. Hop, là, ça va mieux marcher comme ça. Okay. Et vous devez intégrer ces données pour prendre les meilleures décisions possibles. C'est l'essentiel du travail de la tête, capturer des données, les intégrer, évaluer leur impact sur le déroulement, réfléchir à des ajustements et prendre des décisions. Donc, on voit à quel point ces quelques termes font référence à quelque chose de très cérébral, puisque je suis connecté avec le groupe plutôt au niveau du cœur. Voilà. Mais par contre, toute la prise de décision doit se faire avec la tête. Donc, j'ai essayé de lister le genre de données que l'on collecte et que l'on va devoir intégrer. Premier type de données, donc il y en a 4, les comportements. Donc, tout ce qui est relatif à la façon dont les participants agissent pendant le séminaire. Est-ce que je peux observer qu'ils sont ou ressentir qu'ils sont impliqués? Est-ce qu'ils respectent le cadre de travail qu'on a défini, les lignes de conduite? Est-ce qu'ils font preuve d'ouverture et de sincérité ou est-ce qu'au contraire, ils sont réservés? Bref, quelle est leur attitude? Deuxième type de données, les résultats. Cette fois-ci, c'est autour de ce que produit le séminaire, notamment au regard de l'objectif qu'on poursuit. Donc, j'observe bien entendu quelle est la qualité de la production. Est-ce qu'on atteint les résultats qu'on avait visés aux différentes étapes? Est-ce qu'il y a des prises de conscience là on attendait d'en avoir? Ça, ce sont des données de résultats. C'est intéressant, par exemple, un petit exemple, hein, un processus, j'illustre ce point sur un processus qui s'appelle le forum ouvert. Dans le forum ouvert, on demande aux participants de proposer des ateliers par rapport à un thème. C'est une recette qu'on verra. Et c'est un moment qui peut être qui est souvent un petit peu angoissant pour le client, surtout si c'est la première fois qu'il anime un forum ouvert. Parce qu'on se pose la question, est-ce qu'il va y avoir des idées? Est-ce que les gens vont proposer des thèmes? Tout simplement, là, il y a une observation à avoir. Est-ce que les participants se ruent sur les feuilles de papier pour écrire des thèmes ou est-ce qu'au contraire, ils restent assis en fond de chaise? Et puis, est-ce que les thèmes semblent de qualité, sont bien reliés à l'objectif ou pas? Voilà. Donc, attitude, production, ensuite le ressenti des participants. Qu'est-ce qu'ils semblent vivre? Est-ce qu'ils ont l'air satisfaits de ce qu'ils produisent? Est-ce qu'ils ont l'air de passer un bon moment? Comment est l'ambiance? Voilà. Est-ce qu'ils ont l'air de vivre quelque chose qui leur semble utile pour eux et pour l'équipe? Et puis, donc voilà, le ressenti des participants, en fait. Voilà. Et puis, le quatrième donnée,
l'énergie du groupe, et ça, c'est très important, vraiment très important. C'est vraiment d'un autre niveau, c'est-à-dire où est-ce qu'ils en sont? Est-ce qu'ils sont fatigués? Est-ce qu'ils sont au contraire dynamiques? Voilà, quel est leur niveau de réactivité? Je leur donne une consigne. Est-ce que, voilà, est-ce qu'ils sont attentifs et ils embrayent? Ou alors, au contraire, est-ce qu'ils bâillent? Est-ce qu'ils regardent leur smartphone? Voilà, est-ce qu'ils commencent à être avachis sur leur chaise? Bref, toutes ces informations qui nous donnent toutes ces indications qui nous donnent des informations sur l'énergie des participants. Et donc, en permanence, en fait, on est à 2 niveaux, hein, en tant que facilitateur. C'est-à-dire qu'il y a un niveau qui est situé dans le présent, c'est-à-dire je suis en train d'agir dans le présent sur ce qui se passe. Et puis, dans ce qui se passe, bah, il y a des informations qui me remontent, hein. Donc là, je vais donner 4 données. Et donc là, je suis en train d'anticiper le coup d'après, quoi, hein, à la séquence d'après. Là, j'ai représenté comme ça. Peut-être que si je voulais être plus conforme à la représentation du design de séminaire, bah, vous voyez, je suis dans ma marche là, hein, je suis dans une étape du flux, je suis en train d'animer une séquence de l'escalier, puis la séquence d'après, évidemment, il y a tout ce qui se passe ici, qui me donne des indications, hop, que j'observe. Donc évidemment, il faut que je sois connecté pour animer ça, mais je suis déjà en train de me projeter dans le coup d'après, sur la base de ces données. Voilà, dans le présent pour agir sur la séquence, et sur la suite en intégrant les données dont vous disposez pour confirmer, ajuster, voire modifier radicalement l'architecture de la suite du séminaire. Et du coup, ce qu'on appelle ajuster, confirmer, ajuster, voire modifier radicalement l'architecture de la suite du séminaire, bah, c'est voilà, intitulé, c'est l'actualisation permanente de l'escalier de flow. Ça, c'est vraiment, c'est vachement intéressant, hein. Là, je suis en train d'animer l'équipe et puis dans ma tête, je me dis, mais est-ce qu'il commence? Donc, voilà, souvenez-vous l'escalier de flow, hein, vraiment l'outil central. Voilà. OK. Et est-ce qu'ils sont en train, est-ce que les observations que j'ai me disent que bah, ça y est, ils commencent à s'ennuyer, quoi. Je les ai perdus, j'ai une sortie de route, je suis en train de les perdre, j'ai une sortie de route par l'ennui. Hop, je suis passé là, quoi. Et peut-être qu'il suffit que j'ai une pause pour que ça reparte, pour que je les ramène. Ou peut-être qu'ils s'ennuient parce que tout simplement, ce que je leur propose a une dynamique qui n'est pas adaptée à la situation. Par exemple, c'est trop lent. Par exemple, je leur fais faire quelque chose qui utilise la technologie, les iPhones, alors qu'en fait, du coup, ça ralentit les interactions. En fait, je me rends compte sur le moment, je ne pouvais pas le savoir à l'avance, mais je réalise là, in situ, que ce que je suis en train de faire ne fonctionne pas et m'éloigne du flux. Et ce que j'écris ici, là, je me rends compte, c'est le flow est difficilement prévisible. Il se produit finalement là où le groupe a de l'intérêt et il se constate in situ à l'aide des données observables dont on a déjà parlé. Ils sont dedans, c'est interactif, ils sont présents. Voilà. Donc là, je raconte une petite histoire, là, quand il y a des icônes comme ça, hein, dans le bouquin, c'est des histoires. Donc, un ajustement mineur du fait d'une perte de flow. Tout semblait bien se passer quand, à 10h15, 1h15 seulement après le début du séminaire, je constate une perte d'énergie assez forte chez plusieurs participants, de façon suffisamment significative pour que cela pose problème. La séquence suivante nécessite un haut niveau d'énergie. Je questionne tout simplement le groupe. Y a-t-il quelque chose qui pourrait vous aider à être d'attaque pour notre séquence suivante? Un café, dit l'un d'entre eux. Nous, les provinciaux, on s'est levé à 5 heures et là, on a besoin de carburant. Il y avait, et en fait, moi, j'en avais pas du tout conscience, quoi, pourtant, il y avait eu un café d'accueil, hein, mais voilà, besoin de recharger. Donc, qu'à ça ne tienne, nous faisons la pause à 10h15 au lieu de 11h et tout repart comme sur des rails. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. J'en ai un autre plus récent. La semaine dernière, j'ai un séminaire d'équipe et la dernière séquence, on avait prévu de... Donc c'était une petite équipe, enfin une petite équipe, 13 personnes. Et la dernière séquence, ils devaient travailler en principe sur 4 chantiers. Et donc commencer à débroussailler ces chantiers avec le manager qui s'occupait du chantier. Et en fait, au moment où on attaque cette séquence, il y a comme une... Enfin, moi, j'ai le sentiment que ça ne va pas fonctionner. Ils ont été déjà beaucoup. En début d'après-midi, ils ont été déjà en sous-groupe.
il y a quelque chose dans les sous-groupes qui est moins productif que quand ils sont en groupe tous réunis. Je me rends compte qu'ils ont vraiment besoin d'entendre les choses d'une même voix, de travailler les sujets d'une même voix. Et donc, voilà, moi, je dis tout simplement au patron, je dis, écoute, je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse des sous-groupes. En fait, les sujets, au lieu de les prendre en parallèle en sous-groupe, il faut qu'on les prenne les uns après les autres et on alloue 15 minutes à chacun des sujets. Et on passe en revue chacun des sujets à ce moment-là. Le porteur du chantier, donc le manager qui porte le chantier, raconte et le reste de l'équipe réagit. On a une petite discussion. Moi, je vous mets un compte à rebours qui vous permet de maîtriser votre temps et on enquille comme ça les 4 sujets. Et c'était vraiment un ajustement qui était pertinent. C'était sur une observation, voilà, sur une observation que finalement que le groupe était pas, le fait de se mettre en sous-groupe n'était pas très productif avec cette équipe-là. Alors, rappelons ici que l'escalier de flow est une construction logique et impliquante pour passer du point de départ au point d'arrivée en construisant de la compétence partagée. Ça, vous avez ça, page 66. L'actualisation permanente de l'escalier de flow consiste donc à garder un œil à la fois sur la logique, est-ce que ce qu'on est en train de faire conduit bien à l'objectif, et sur l'implication des participants. Donc là, vous voyez vraiment, c'est une construction logique et impliquante, et donc en temps réel, finalement, en temps réel, en permanence, j'observe ces deux paramètres, un peu comme si je conduisais une voiture et je regarde ma jauge d'essence et puis, je ne sais pas moi, le niveau d'huile, par exemple. Ben voilà, j'ai mon œil là-dessus. Donc, encore une fois, j'insisterai jamais assez là-dessus, l'escalier de flow, c'est bien le concept clé de voûte du design de séminaire. Il est utilisé autant lors de l'architecture que pendant l'animation. On n'a pas fini. Évidemment, animer, ça ne consiste pas juste à dérouler les séquences prévues. Ça consiste à adapter en permanence l'architecture à ce qui se passe. Alors, un exemple de sous-utilisation du flow, lors d'un très grand séminaire, près de 1000 personnes, et ça c'est vraiment un beau souvenir. On est au cœur d'une... Quelqu'un qui a un micro allumé, est-ce que par hasard, cette personne pourrait le couper? Est-ce qu'il y a comme un sifflement? Merci beaucoup. Lors d'un très grand séminaire, près de 1000 personnes, nous sommes au cœur d'une séquence hyper dynamique qui s'appelle le Pitch Championship. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette séquence. L'objectif de cette séquence est de développer la capacité des collaborateurs à parler de leur entreprise, qui est une entreprise très complexe. Le processus, qui est très audacieux pour un séminaire de cette taille, consiste à choisir un pitch champion par groupe de 4, puis en se regroupant à 16, de prendre le meilleur des 4 champions, etc., jusqu'à amener sur la scène centrale quelques finalistes. Le résultat sur place, donc ce qu'on vit, est dynamisant au-delà de tout ce que nous pouvions imaginer. Les collaborateurs jouent le jeu à fond, supportent leurs champions successifs, et l'énergie est au sommet pour la finale. Mais vraiment, on a été bluffé par ce processus et on ne s'attendait pas à ce que ça marche aussi bien. Une fois la récompense remise, enchaînons sur une séquence de clôture du séminaire sous forme de journaling. Donc, journaling, c'est un processus qui est décrit page 120, qui consiste à avoir un temps individuel guidé avec des questions qui sont posées et chaque participant a du coup le temps de prendre des notes sur sa feuille. Donc, voilà, donc on enchaîne directement avec ça pour que chacun puisse prendre le temps de noter ce avec quoi il repart du séminaire, au-delà même de cette séquence de pitch championship. La séquence de réflexion guidée se fait comme il se doit dans un silence total. Pourquoi je raconte ça? A posteriori, quand on a débriefé de cette séquence, on a considéré avoir raté une opportunité de faire quelque chose de cette énergie colossale qui était disponible à la fin du pitch championship. Et que la chute, entre guillemets, vers un temps plus introspectif a été curieuse. Et ça fait un truc un peu, on est très en l'air, on est très à fond, on est à bloc, et là, tout d'un coup, on redescend dans quelque chose d'individuel, un peu introspectif. Ça n'a pas eu de conséquences néfastes sur le récit du séminaire, mais ça nous est apparu sous-optimal. Donc, avec le recul, on se dit qu'il aurait été pertinent, par exemple, de demander à chacun de refaire son propre pitch de façon informelle à son voisin le plus proche. Vous voyez, qui aurait été une façon de passer de l'énergie de groupe à une énergie individuelle et d'en créer quelque chose. Voilà, donc ça, c'est un exemple aussi dans l'adaptation de l'architecture. C'est vraiment des trucs, là, j'aurais dû m'y autoriser, quoi. Enfin, déjà, je n'y ai pas pensé. Mais si j'y avais pensé, il faut vraiment s'autoriser à saisir ce truc pour continuer, même on est à 20 minutes de la fin du séminaire, là, à ce moment-là. Le séminaire est hyper réussi, il n'y a aucun problème. Mais on continue à rendre l'expérience du participant la plus optimale possible, sans perdre de vue l'enjeu. Tout ça était parfaitement cohérent avec l'enjeu. Il ne s'agissait pas de leur faire quelque chose d'à côté, vous voyez, et d'appuyer encore un peu plus. On avait une belle opportunité qu'on n'a pas pu saisir parce qu'on ne l'a pas eu, tout simplement.
À l'évidence, à contrario, il ne faut pas s'entêter à pousser quelque chose qui ne marche pas. Renoncer à ce qu'on avait prévu de faire fait partie intégrante du job. Ça, c'est vraiment super intéressant. Vous devez être parfaitement à l'aise avec le fait de jeter à la poubelle une séquence, même si elle a demandé beaucoup de travail en amont. L'objectif n'est pas de faire ce qu'on a prévu, mais de faire ce qui est nécessaire. Cela peut d'ailleurs être prudent le jour J de ne présenter l'ordre du jour qu'oralement pour préserver des marges de manœuvre, pour garder sa liberté de chambouler le déroulé de la journée. Donc, évidemment, quand on a beaucoup investi sur une séquence, qu'on a préparé, je ne sais pas, des panneaux, des trucs, des machins, et que voilà, quand on est passé beaucoup de temps et qu'elle est plus pertinente, c'est difficile parfois d'en faire le deuil. Mais il faut voilà, rester collé à l'enjeu, encore et toujours. Dans beaucoup de situations, des modifications d'architecture sont mineures et consistent en des ajustements de modalités qui sont imperceptibles, ou neutres pour le résultat. Dans ces cas-là, il suffit d'assumer son rôle et de procéder en toute autonomie aux changements que vous jugez nécessaires. En gros, sans en référer à personne. Et voilà, ça fait partie de nos marges de manœuvre en tant que facilitateur de prendre tout un tas de décisions d'ajustement minimes. Dans d'autres cas, il s'agit de modifications sensibles qui remettent en question l'obtention des résultats attendus. Par exemple, attention, il faudrait qu'on modifie ça, mais si on modifie ça parce que, par exemple, il faut consacrer plus de temps à ce sujet sur lequel il y a beaucoup d'énergie, et du coup, on met en péril le fait qu'on aura suffisamment de temps pour la séquence d'après qui est consacrée à je ne sais pas quoi. Et donc, dans ces cas-là, il faut se rappeler qu'on n'est pas le leader, je suis juste facilitateur, ce n'est pas votre séminaire et que l'arbitrage appartient bien au chef, voilà, au leader, pour être dans un terme plus moderne. Pour aider ce dernier à prendre ce type de décision, il faut entretenir avec lui tout au long du séminaire une relation étroite mais non envahissante. Ce n'est pas toujours simple. Il faut des points de contact avec le client, avec le leader, ne serait-ce que pour sentir comment ça va et pour être en mesure de le solliciter sur des arbitrages de ce type. Il est important de savoir à rester à votre place. Vous êtes extérieur à l'équipe et à son service. Rien de ce qui se passe dans le séminaire ne vous appartient. Vous êtes de passage pour faciliter le mouvement. Cela nous ramène au principe « je sais que je ne sais pas » dont on va parler page 40. Et quand vous ne savez pas ou que vous doutez, tournez-vous vers le leader en essayant de lui porter conseil. Alors, un petit exemple là. Troisième exemple, en fait, dans ce petit bout de chapitre, on est à Rennes avec 250 managers réunis en convention pour faire le point sur la mise en œuvre de la stratégie de la boîte. La fin du séminaire approche. Tout s'est parfaitement passé. Les managers ont visité une marketplace, une sorte de place de marché, des projets qui se sont concrétisés depuis 2 ans. Ils sont tous très convaincus par ce qu'ils ont vu. On est légèrement en retard sur le temps prévu. Et la régie, dans l'oreillette, là, me propose donc de supprimer une séquence qui s'appelle « Message à l'entreprise », qui était prévue dans l'ordre du jour. Cette séquence qui consiste à faire rédiger par chaque camp de base, un camp de base de groupe de 4, une recette qui est bien connue, qu'on verra aussi. Hop. Voilà, donc la séquence, ça consistait à ce que chaque camp de base rédige une phrase courte, petite phrase comme ça, qui est une chose importante, un message important qu'on a envie de dire à nos collaborateurs. Voilà, quelque chose qu'on aurait envie de dire à nos collaborateurs qu'on tire de cette convention. Voilà, donc ce serait quoi en fait ce qu'on a envie de leur dire. OK ? Donc ça, c'est la séquence qui est prévue, qui n'est pas très longue, mais qui prend quand même du temps. Et la régie me propose de la supprimer. Moi, je suis un peu fatigué et je ne sais pas trop quoi en penser. Et en fait, je manque de données pour évaluer les choses. Honnêtement, je ne sais pas. Et donc, du coup, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là ? Naturellement, je me tourne vers le leader, en l'occurrence le DG, qui me dit tout simplement, je pense qu'il faut le garder. Je sens que c'est important, il faut le garder. Et on garde la séquence. Et évidemment, ça donne raison au DG, qui connaît bien son équipe. Cette séquence produit une magnifique synthèse de ce avec quoi les managers partent de cette convention. Et si on ne l'avait pas fait, on l'aurait vraiment, on ne s'en serait pas forcément rendu compte, mais a posteriori, on se dit on a vraiment bien fait de le faire. Voilà, donc le facilitateur doit comprendre les sujets pour créer le design de séminaire adapté, mais il n'intervient pas dans le contenu. Autre sujet, la tentation est souvent forte de participer à un débat. Oui, ça c'est un autre point, pardon, je zappe sur un autre point là. Autour du contenu, parce que c'est souvent la question est posée, c'est est-ce que je dois rentrer dans le contenu? Est-ce que je dois participer à un débat? Est-ce que je dois faire part de mon regard, de mon expérience, de donner mon avis? Et parfois, on est très tenté. On dit, mais il faut que je leur dise ça, que moi, dans telle autre boîte, j'ai vu que pour se sortir de la situation, il faut s'y prendre de telle ou telle façon.
En général, il vaut mieux pas céder à cette tentation parce qu'elle n'est pas très compatible avec la position de facilitateur. Donc, ce n'est pas le rôle d'animateur. Ça met en péril la neutralité. Et aussi parce que souvent, sur des sujets qui ne sont pas dans son domaine d'expertise, le facilitateur risque de tomber à côté et d'influencer de façon dommageable, sans le vouloir, le déroulement des choses. Alors, sur ce sujet-là, peut-être la réalité, c'est qu'il arrive quand même d'être dans une position de facilitateur et de donner son avis sur le fond. Ce qui est bien, c'est d'être extrêmement clair à ce moment-là sur ce qu'on est en train de faire. Donc là, par exemple, là, je vais quitter ma casquette de facilitateur. Vous me demandez mon point de vue sur tel sujet. Et là, je m'assure que, par exemple, le leader est OK, que ça fait partie de sa demande. Je vais vous le donner, mais je ne suis pas dans ma position de facilitateur. Et attention à le faire de façon exceptionnelle et pour de bonnes raisons. Voilà, pas pour des raisons de je ne sais pas comment dire, de vouloir avoir une place ou voilà. Voilà, je pense que je vous ai dit vraiment l'essentiel de ce que j'avais à dire. En le relisant, je me dis c'est vraiment un chapitre important parce que parce que là, il y a vraiment un art, quoi. Enfin, on sent comment être très bien préparé, c'est très, très important, mais que ça ne suffit pas. Enfin, sur le moment, il faut être vraiment pleinement présent, pleinement attentif et faire quelque chose de ce qu'on observe, quoi. Voilà, pas juste attentif et présent, mais faire quelque chose de ce qu'on observe.